Madame, Monsieur, bonjour. Yves Foulon est maire d'Arcachon depuis plus de 16 ans. Battu aux législatives en juin dernier, Yves Foulon participe aujourd'hui à la reconstruction des Républicains. Pourquoi soutient-il Laurent Wauquiez? Quel est son regard sur l'action d'Emmanuel Macron? Comment voit-il l'avenir du bassin d'Arcachon? Yves Foulon est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Yves Foulon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Merci à vous. En juin dernier, vous avez perdu votre mandat de député. Vous avez donc dû quitter l'Assemblée nationale. Comment avez-vous vécu cette défaite ? Humainement, c'est toujours difficile, une défaite, c'est évident. Dire le contraire serait mentir. Mais après, la vie politique est ainsi faite. Et puis, on s'en remet à la décision de nos concitoyens. Ils sont souverains, ils ont choisi une autre aventure. Et bien maintenant, je souhaite surtout que le pays réussisse, et au travers du pays, notre région, notre département et le bassin. Est-ce que vous avez pensé que c'était injuste? Est-ce qu'il y a une incompréhension par rapport à... C'est jamais injuste. La population, on vit dans une pleine démocratie en France. C'est ce qui fait notre originalité dans ce monde agité d'ailleurs. Et donc, la population est souveraine et ils ont fait un choix. Et leur choix est toujours le bon parce que c'est eux qui ont le dernier mot. Et c'est ainsi que ça doit s'interpréter. Alors, on le voit sur ces images. Vous avez été battu par Sophie Panonacle, qui est donc devenue députée du bassin d'Arcachon. Comment jugez-vous son début de mandat ? Pour l'instant, je n'ai pas vu ou ressenti quelque chose de précis et de concret. Moi, j'ai toujours fait de la politique en étant dans le pragmatisme, l'efficacité. On a des convictions, d'une part. Je ne sais pas si ce qu'elle incarne au travers du projet d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, il y a un vrai projet construit, concret, cohérent. Il y a une série de mesures qui sont en ce moment d'ailleurs mises en œuvre par le gouvernement et le président de la République. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait du concret, de la réalité, tout au moins sur le bassin d'Arcachon, sur le terrain, je ne le ressens pas. Pour être dans le domaine de l'humain, cette défaite vous a-t-elle changé en tant qu'homme dans votre vie de tous les jours et puis en tant qu'homme politique ? Une défaite, on en tire toujours des conséquences pour l'avenir, on se reconstruit et puis ce sont les convictions que l'on porte, la volonté que l'on a qui nous permettent de rebondir et c'est ce que je fais en ce moment. On a des échéances dans notre formation politique, j'appartiens aux Républicains et c'est ça l'enjeu dans les semaines qui viennent et ensuite l'enjeu sera de reprendre contact avec l'ensemble des Français parce qu'effectivement on a subi une défaite à l'échelle nationale, pas que moi, à l'échelle nationale. Et donc, notre prochain enjeu sera de reconquérir le cœur des Français. Et pour ça, on s'y emploie avec cette échéance du 10 et 17 décembre à l'intérieur de cette formation que sont les Républicains. On va en reparler, mais dans toute chose, il y a quelque chose de positif probablement. Est-ce que cette défaite vous permet de gérer autrement la ville d'Arcachon, puisque vous avez aujourd'hui un mandat unique ? C'est une défaite qui avait une consonance politique, nationale. On était 200 députés républicains, il n'y en a plus que 100. Il y avait un peu plus de 300 députés socialistes, il n'y en a plus que 30. Donc il y a eu un courant de pensée qui s'est installé dans le paysage politique, incarné par Emmanuel Macron. Et je n'ai pas pris la défaite pour une difficulté personnelle. Donc la ville d'Arcachon, c'est une ville sereine, équilibrée, où je ne fais pas de politique à l'intérieur de la ville d'Arcachon. J'ai un projet très précis que je développe avec mon équipe municipale. On est à mi-mandat, il reste encore 3 ans, et ça n'a pas modifié mon comportement de maire d'Arcachon. Alors Emmanuel Macron dit vouloir réconcilier les Français avec la politique, et dans ce registre-là, il souhaite faire des économies aux institutions, et notamment à l'Assemblée nationale. Vous étiez député il n'y a pas si longtemps. On parle de 1 million d'euros en 2017 en termes d'économie, puis 10 millions en 2018, puis 15 millions les années suivantes. Est-ce que vous êtes en phase avec cette ambition d'Emmanuel Macron ?
je suis en phase de faire des économies partout où on peut. Donc à l'Assemblée nationale, comme dans tous les domaines qui relèvent du domaine public. Et il y a de bonnes économies et de mauvaises. Alors les bonnes, ce sont certainement celles qui sont liées au statut des uns et des autres. Il n'y a pas de difficulté avec ça, ça ne me choque pas. Il y en a de mauvaises que j'ai contestées à l'époque, qui maintenant sont installées. C'est la suppression de la réserve parlementaire. Je pense que chaque député, chaque sénateur disposait d'une somme qui était votée en toute transparence, utilisée en toute transparence et qui permettait de réaliser des projets concrets dans les toutes petites villes de nos campagnes. Et ça, c'était utile à chacun de nos concitoyens. C'est donc là une mauvaise économie qui a été faite. Les députés, mais également les ex-députés, bénéficient d'un statut particulier avec certains privilèges, notamment concernant le régime général des retraites, concernant les frais de transport. Est-ce qu'il faut revenir sur ces avantages ? Oui, je le crois, bien sûr. On est dans une situation aujourd'hui où il y a une volonté de la population, et elle a raison, de vouloir mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des populations, et donc les députés sont des citoyens qui deviennent des représentants de la population, qui doivent être logés sur le plan fiscal, sur le plan social, à la même enseigne que l'ensemble de nos concitoyens. Donc ça va dans le bon sens, mais c'était déjà intégré dans la volonté de chacun. On avait déjà dit, nous aussi à l'époque, que reconduit, nous procéderions à des réformes de l'Assemblée nationale, du Sénat, du statut de l'élu, du nombre de parlementaires. Enfin, tout ça était déjà intégré. Si c'est fait, c'est tant mieux. Pour rentrer dans les détails et prendre un exemple, les ex-députés bénéficient d'avantages comme notamment le remboursement des frais pour le train, par exemple. Supprimer cet avantage, ça ne vous choque pas ? Bien sûr, alors c'était les ex-députés qui avaient fait 3 mandats, c'est-à-dire ils avaient servi la République pendant 15 ans. Donc ce n'est pas les ex-députés qui n'avaient fait qu'un mandat, donc vous ne bénéficiez pas de cet avantage. Donc c'était pour ceux qui avaient fait au moins 3 mandats, mais oui, je considère qu'il faut supprimer ce type d'avantage qui n'est pas justifié aujourd'hui. Concernant les évolutions également, la loi de moralisation qu'a voulu Emmanuel Macron, est-ce que vous estimez que cette loi est allée assez loin ? Est-ce que surtout elle a eu l'impact escompté sur le citoyen et l'esprit du citoyen ? Est-ce que véritablement la perception est réelle dans la société ? Alors, cette loi, moi je l'aurais soutenue, sauf sur le dispositif concernant la suppression de la réserve parlementaire, mais sur les emplois familiaux, je trouve que c'est une bonne loi, et on était dans la volonté de faire exactement la même chose, la réduction du nombre de parlementaires. C'est-à-dire les emplois familiaux, c'est-à-dire un député n'a plus le droit d'employer, par exemple, ses enfants. En revanche, on a vu cette semaine que certains députés emploient les enfants d'autres députés. Est-ce qu'il n'y a pas une perversion à nouveau dans ce système ? Non, je ne le crois pas, parce qu'on a quand même on peut pas être marqué à l'encre rouge parce qu'on est simplement le fils ou la fille d'un député. Un député, c'est un homme ou une femme normal dans la vie citoyenne. Il a des enfants qui peuvent avoir envie de s'intéresser à la vie politique. Moi, je connais plein de médecins qui souhaitent que leur enfant soit médecin, et c'est tout à fait naturel. Je connais plein de commerçants qui sont ravis de vous présenter, tiens, c'est mon fils qui va prendre la relève après. Il n'est pas anormal qu'un député puisse employer le fils ou la fille d'un autre député, pas son fils ou sa fille, parce qu'il peut y avoir une collusion d'intérêts familiaux, mais on ne peut pas empêcher les enfants de députés d'avoir accès à des professions qui sont réglementées, légitimes, légales, puisqu'un député a le droit d'embaucher 5 personnes durant son mandat, et pourquoi ne pas embaucher le fils ou la fille d'un autre député ou d'un autre sénateur ? Non, je ne crois pas qu'il ne faut pas aller aussi loin dans cette volonté d'exclure. Il faut réguler, réglementer, empêcher qu'il y ait des collusions. Ça, c'est fait, mais on ne peut pas aller aussi loin que certains voudraient le dire. Alors, autre thème dans l'actualité de ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du sexisme, voire du harcèlement sexuel dans la politique, dans l'entreprise, dans la société. Quels moyens de lutte faut-il mettre en place pour essayer de lutter justement contre cette thématique aujourd'hui et ces problématiques ? Tous ces comportements sont évidemment à la fois intolérables sur le plan humain, moral, bien sûr, et ce sont des infractions. Donc il faut faire 2 choses. Amplifier l'information pour que tout le monde ait accès à l'idée qu'on a des moyens de dénoncer, on a des moyens de poursuivre, on a des moyens de faire constater les infractions. Et deuxièmement,
renforcer l'arsenal juridique et judiciaire permettant d'y arriver. Il faut lutter contre ces comportements qui sont d'un autre âge. Alors on l'a dit en ce début d'émission, l'actualité de votre parti, c'est l'élection d'un nouveau président le 10 décembre prochain, pour tous les cas le premier tour. 3 candidats en lice, Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Emmaël De Caland. Vous avez décidé de soutenir Laurent Wauquiez. Pourquoi ce choix ? Je connais bien les trois et les trois sont de grande qualité réellement, je le pense profondément. Emmaël De Caland est un homme jeune et qui a un avenir certain dans notre formation politique et au-delà. Florence Portelli a démontré tout son talent en étant la porte-parole de François Fillon pendant la campagne et c'était pas simple, rappelez-vous les sujets qui étaient quelquefois abordés. On a vécu cela ensemble et Laurent Wauquiez est un homme que chacun connaît. Il est ancien ministre, parlementaire depuis longtemps. Laurent Wauquiez me paraît être celui qui a le plus de qualité pour être le contradicteur d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon. Voilà quels seront les grands leaders qui vont animer notre vie publique et politique sur les 5 prochaines années. Et je crois qu'il a toutes les compétences humaines, d'expérience, personnelle, de cursus. Et également son positionnement politique correspond à ce que je défends. Alors justement, on l'accuse parfois d'avoir un programme de droite droitière, de droite dure. Vous soutenez tout son programme et véritablement tout son programme ? Oui, tout son programme. Moi, je suis dans une logique d'être de droite, pas dure, pas molle, de droite, tout simplement, avec des valeurs de droite que j'ai toujours portées dans ma famille politique. Et Laurent Wauquiez, on lui fait 2 mauvais procès. Les opposants, c'est naturel, quelquefois la presse aussi. Le volet européen, c'est un homme qui est profondément européen. Il a démontré dans son cursus, dans son positionnement politique, il croit en l'Europe. Simplement, il dit qu'il faut la modifier, mais qui dit le contraire ? Chacun dit l'Europe ne fonctionne pas bien et il faut lui donner de nouveaux moyens. Eh bien, il le dit clairement, et donc je le soutiens dans cette démarche, mais il est profondément européen. Et on lui fait un second mauvais procès, c'est ce fameux rapprochement potentiel avec le Front National. C'est totalement incohérent. Il n'a pas cette volonté, je le connais, il me l'a dit. Aucune de ses prises de parole réelles en termes de propositions ne correspondent à cette volonté. Et le Front National est clairement un adversaire. C'est quelqu'un qui veut la même chose que nous, c'est-à-dire reconquérir le pouvoir, gouverner ce pays. Donc ce sont des concurrents, ce sont des adversaires avec lesquels on ne partage rien et que nous combattons tout au long de la journée. Par contre, les électeurs français, s'il y a des insoumis aujourd'hui qui veulent voter pour les propositions que nous allons faire avec Laurent Wauquiez, ils sont les bienvenus. Les électeurs du Front National qui, au préalable, ont voté aux dernières élections, malheureusement pour Marine Le Pen, eh bien, s'ils veulent maintenant être convaincus par nos thèses et voter pour les candidats que nous présenterons, ils sont les bienvenus. Mais l'appareil politique restera totalement indépendant du Front National, bien sûr. Est-ce que la difficulté aujourd'hui concernant Laurent Wauquiez, ce n'est pas de trouver un positionnement entre un Front National présent et puis Emmanuel Macron, La République En Marche, extrêmement présent au centre, à la droite et le centre. Est-ce que vous avez encore un positionnement ? C'est tout l'enjeu du travail qu'on va faire à partir du 17 décembre, le soir du second tour. Si les militants des Républicains font confiance à Laurent Wauquiez, eh bien, il bâtira une équipe autour de lui permettant de répondre à la question que vous avez évoquée. Notre espace politique, c'est par nature réduit. On le sait, on est de droite, mais on a d'un côté l'extrême droite avec le Front National, qui est fort, qui est lourd, 11 millions d'électeurs aux dernières élections présidentielles, c'est pas rien, et on a Emmanuel Macron qui, par les propositions et les mesures qu'il prend, marge un peu sur le centre droit également. Donc notre espace politique s'est réduit. À nous de faire des propositions concrètes, réelles, et de se donner les moyens de les tenir pour qu'on regagne la confiance de nos concitoyens. Alors justement, ces propositions, quelles peuvent être ces propositions pour exister entre le Front National et La République En Marche ? On a des choses qui nous différencient. Vous prenez sur la fiscalité. La fiscalité des Français, est-ce qu'elle s'est arrangée ou est-ce qu'elle va s'arranger avec Emmanuel Macron ? Non, je pense qu'elle va s'aggraver pour certains, se dégrader pour certains. Quelques-uns en tireront des bénéfices, mais assez peu, et notamment pas les classes moyennes, les classes populaires que nous défendons. La CSG va toucher tous les Français. C'est une augmentation de la fiscalité, donc une réduction du pouvoir d'achat. On a des différences à dire dans ce domaine. Un autre volet, la sécurité des Français.
on maintient l'idée, nous, que nous énoncions pendant la campagne présidentielle, qu'il faut enfermer les fichiers S qui sont susceptibles de créer des dommages et des attentats à l'encontre des ressortissants français. Eh bien là, on a des différences essentielles autant avec Emmanuel Macron et bien sûr, on a des différences sur le plan économique avec le Front National, très clairement, sur l'Europe, sur l'euro, où ils ne sont pas encore en phase avec ce que souhaitent les Français, c'est-à-dire d'avoir une Europe forte et un euro efficace. Aux côtés de Laurent Wauquiez et dans son équipe, on parle pour son futur bras droit de Virginie Calmels, la Bordelaise. Virginie Calmels, que vous connaissez bien, c'est un bon choix, c'est un bon duo, un bon tandem. Je crois. Virginie Calmels a deux avantages. Elle vient du monde de l'entreprise. On a besoin dans nos formations politiques d'avoir des personnes qui ont un œil neuf et un œil vivant au travers de ces forces vives que sont les entrepreneurs français. Et deuxièmement, c'est une personne qui est d'un âge aujourd'hui qu'il faut mettre en avant. Les 40-50 ans sont des personnes aujourd'hui qui doivent représenter l'avenir de nos mouvements et donc l'avenir du pays. Et cette complémentarité avec Laurent Wauquiez et Virginie Calmels, moi, me convient tout à fait. Virginie Calmels qui pourrait devenir vice-présidente du Parti Les Républicains. Pour autant, considérez-vous que Virginie Calmels a réussi son implantation et son mandat à Bordeaux, à côté d'Alain Juppé ? Elle-même et Alain Juppé ont l'air, dans la presse, de ce que j'ai lu, de leurs déclarations, de dire que le mariage n'a pas pris. Bon, c'est la vie, vous savez, c'est comme ça, la vie politique, c'est comme la vie citoyenne ou la vie professionnelle. On peut avoir des difficultés, ne pas se retrouver pour l'avenir. Ils ont fait du très bon travail à Bordeaux. Bordeaux est une très belle ville. Alain Juppé, depuis 1995, a fait de Bordeaux une des plus belles villes de France et d'Europe. Virginie Calmels y a porté sa pierre pendant 3 ans à ce jour. Elle continuera à le faire jusqu'à la fin des échéances municipales. Et c'est tant mieux. Donc je pense que... Mais ne pas être candidate pour les prochaines municipales à Bordeaux, par exemple, de la part de Virginie Calmels, c'est un échec. C'était aussi ça l'objectif. C'est à eux de le dire. Moi, je suis maire d'Arcachon. Je suis un responsable politique dans notre famille politique, je n'ai pas à gérer les difficultés ou les joies de Bordeaux en particulier. Donc il faut poser la question aux deux personnes que vous connaissez bien, que vous rencontrez régulièrement, puisqu'on est aujourd'hui sur votre plateau à Bordeaux. Concernant votre avenir, en revanche, quel rôle souhaitez-vous jouer ou pensez-vous jouer, ou souhaitez-vous jouer au sein des Républicains si Laurent Wauquiez est élu président des Républicains ? Je veux qu'on se donne 2 outils. L'un, c'est le 10 et 17 décembre, c'est un président qui incarne le mouvement auquel j'appartiens. Les électeurs adhérents vont trancher entre les 3 candidats. C'est indispensable d'avoir un chef, d'avoir un leader. On ne peut pas fonctionner sans, c'est pas possible. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas un chef et un leader. Et deuxièmement, il faut que l'on rédige ensemble un document, un corpus idéologique, des propositions très précises pour qu'on puisse aller à la rencontre des Français pendant 3 ans et être prêt pour 2022. On aura d'autres échéances avant, les élections municipales, d'abord les élections européennes, puis après les élections municipales, régionales, départementales, mais évidemment que l'élection qui permet de changer la vie de nos concitoyens, c'est l'élection présidentielle. Et moi j'attends le rendez-vous que nous a fixé Emmanuel Macron, à savoir les sujets qui intéressent les Français, les résultats seront-ils au rendez-vous, le pouvoir d'achat va-t-il augmenter dans notre pays ? Eh bien, on attend, pour l'instant ce n'est pas le cas. Le chômage va-t-il diminuer ? Aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette phase. Les Français sont-ils pleinement en sécurité au regard du terrorisme ? Je n'ai pas le sentiment que les mesures qui sont prises aujourd'hui vont dans ce sens en termes de résultats. Mais je le souhaite, et j'attends de voir, et je le souhaite à notre pays et aux Français. Vous parliez des prochaines échéances. Les sénatoriales, ce sera dans 3 ans en Gironde. Est-ce que c'est un mandat qui pourrait vous intéresser ? Je ne suis pas dans un projet personnel sur le plan politique. Aujourd'hui, je suis maire d'Arcachon. C'est votre 3e mandat à la tête d'Arcachon. Vous allez peut-être avoir d'autres ambitions ? Mais on a toujours les uns et les autres d'autres ambitions, parce que sinon on fait pas, on n'accepte pas ce type de fonction et de mission que nous confient nos concitoyens. On est toujours dans un avenir, mais on est aujourd'hui, moi tout au moins, dans un avenir collectif, dans un avenir public. Mon sort personnel se mesurera quand on aura
aura une proximité avec les échéances auxquelles vous faites allusion. Ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. On vient de très loin. On a subi une lourde défaite. On n'a pas encore de président dans notre famille politique. On n'a pas encore de projet complètement précis, acté, et qui nous permettra de reconquérir la confiance des Français. Donc mon sort personnel viendra après tout ça. Alors parlons d'Arcachon en revanche. On vient de passer une saison touristique un peu compliquée. Est-ce que la météo n'a pas toujours été très bonne cet été? Est-ce que pour autant le bilan est satisfaisant? Oui, le bilan est bon parce que Arcachon bénéficie d'une notoriété, puis je crois d'une affection maintenant dans le cœur des Français. On a beaucoup de succès. On a fait des vacances d'automne, là, de novembre extraordinaires avec énormément de monde. L'été s'est bien passé. On a de belles réservations pour Noël. On a la LGV. Alors maintenant. justement, est-ce que vous ressentez un peu plus encore l'impact de la ligne LGV qui met donc 2 heures entre Paris et Bordeaux, mais qui met Arcachon à 2h40 de Paris? Ça démarre bien. Et d'ailleurs, nous, Arcachon, on se met en adéquation avec cette volonté de mettre Arcachon à 2h40. Ça s'est fait depuis le 1er juillet. Et donc, on fait une gare multimodale LGV avec la communauté d'agglomération, la COBAS, qui nous accompagne, bien sûr. Et on va avoir tous les outils permettant à tous les touristes, tous les visiteurs et à ceux qui voudront aussi venir habiter à Arcachon et continuer à travailler à Paris ou à Tours sur la liaison, peu importe, et qui s'établiraient sur le bassin parce qu'ils seraient à 2h ou 2h40 de leur lieu de travail. Est-ce que vous ressentez également cet impact sur la pression immobilière qui est déjà forte sur le bassin, mais est-ce que l'arrivée de la LGV accentue cette pression? Très clairement. Bordeaux a beaucoup joué en la matière dans ce domaine et Arcachon en tire tous les bénéfices. On a un phénomène d'attractivité sur Bordeaux et le bassin tout à fait majeur et on reçoit beaucoup de demandes, de volontés exprimées pour trouver les moyens d'y loger avec sa famille à l'année et de continuer à exercer son activité professionnelle à Bordeaux. Ce qui était exactement l'inverse de ce que faisaient aujourd'hui nos populations. Ils vivaient à Paris et venaient en vacances à Arcachon. Aujourd'hui, ils vont vivre sur le bassin d'Arcachon et continuer à travailler à Paris. C'est ça le profil des nouveaux arrivants en fait sur votre ville? C'est ça. C'est bien parce qu'on bénéficie d'une expérience aussi de nouveaux habitants qui viennent de ces grandes villes, notamment Paris, et qui nous permettent de créer des équipements, des services pour tous les Arcachonnais et pour eux également. Un mot également sur votre projet, le projet de construction d'un pôle océanographique donc à Aquitaine, un aquarium à Arcachon. Où en est le calendrier? Toujours pas de calendrier parce que ce dossier fait l'objet de recours. Il est finalisé. C'est un projet d'État que la ville porte, bien sûr. C'est l'État qui s'est délivré un permis de construire pour y créer un pôle océanographique, une université de biologie marine qui a une dimension internationale et qui nous permettra, à nous, sur le bassin, d'avoir les savants, les sachants, les connaisseurs du milieu maritime sur place qui pourront analyser notre eau qui est fragile par nature tous les jours parce qu'étant sur place. Et donc c'est un enjeu pour nous, bien sûr. On porte ce projet, mais il fait l'objet de recours. Donc il est devant le tribunal administratif, puis après certainement la cour d'appel administrative, et on aura le résultat dans les mois qui viennent. On parle beaucoup d'environnement, on en a encore beaucoup parlé cette semaine. De quelle manière être particulièrement présent sur les problématiques d'environnement sur le bassin d'Arcachon? On a vu par exemple des décisions concernant la limitation de l'accès aux bancs d'Arguin cet été donc, du côté d'Arcachon. Est-ce que vous comprenez cette décision? Est-ce que vous l'appuyez? Non, au contraire, je la combats. On est dans ça fait 30 ans que nous, élus locaux, au travers d'institutions comme le CIBA et toutes les communes appartenant au CIBA, on protège le bassin. Et vous avez décrit tout à l'heure l'idée que ce bassin était très attractif. S'il est autant attractif, c'est qu'il est en bon état. Être fragile ne veut pas dire être en mauvais état. Donc on a su depuis 30 ans le protéger, le préserver, et on sait quel est notre attachement à nous élus et à toute la population. Donc on prend des mesures tout au long de l'année. La nouvelle qui a été prise avec ce décret pris par le gouvernement, d'ailleurs juste avant de partir, c'était Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, qui a signé le décret 3 jours avant de quitter le ministère, fait qu'il y a des mesures qui sont totalement impossibles à accepter. La taille de la restriction est beaucoup trop importante d'une part, la pêche à pied se trouve interdite et surtout le mouillage des bateaux la nuit près du banc d'Arguin, ce qui correspond simplement à 60 jours sur 365 parce que c'est que du 1er juillet au 31 août, avec à peine une trentaine de bateaux qui mouillent simplement au large du banc d'Arguin et qui se trouvent maintenant interdits par ce décret. Donc je le conteste, les associations aussi. Et quelles sont vos chances de faire évoluer cette réglementation ?
c'est entre les mains du nouveau ministre. Le préfet aussi doit prendre un certain nombre de mesures pour adapter le décret. Il a pris de bonnes mesures qui vont d'ailleurs dans le bon sens, notamment sur la pêche à pied. Mais cette restriction, la nuit simplement, des mouillages de bateaux qui sont pourtant équipés de réceptacles d'eau noire et qui ne peuvent en aucun cas polluer le banc d'Arguin et empêcher les oiseaux d'avoir leur nidification, n'est pas acceptée par les populations, et je le comprends. Il reste peu de temps dans cette émission. On a évoqué l'environnement et la décision notamment, ou l'annonce de Nicolas Hulot cette semaine expliquant nous n'avons pas de centrale du côté du bassin d'Arcachon, mais il y en a une en Gironde, du côté de Blaye, qui serait difficile de réduire à 50% le parc nucléaire en 2025. Est-ce que vous comprenez cette annonce ? C'est une annonce de bon sens. Il a enfin compris. C'était aussi une promesse de campagne ? Oui, c'est une promesse de campagne, mais qui ne pouvait pas être tenue. Il le dit lui-même. François Hollande a fait voter, et à l'époque, je n'ai pas voté cette mesure à l'Assemblée nationale, qui prévoyait en 25 ans de réduire de moitié l'énergie nucléaire. Ce n'est pas possible à réaliser, et il y aura des conséquences humaines, sociales et territoriales. Donc le ministre de l'Environnement, qu'on ne peut pas suspecter d'être écologiste, parce que c'est un des premiers porteurs de cette vision écologiste en France, Nicolas Hulot, de dire je réfléchis et je vais reculer, c'est du bon sens, et il faudrait qu'il aille plus loin et qu'il en tire toutes les conséquences. Une dernière question, une réponse en 30 secondes. C'est un combat de tous les jours d'être maire. Est-ce qu'il y a encore des joies au quotidien, être maire et un élu local ? C'est la plus belle joie. Vous savez, le plus beau des mandats, j'en ai occupé plusieurs, président d'agglomération, conseiller départemental, maire, c'est une joie permanente et de tous les jours. Merci Foulon d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Dans quelques instants, vous retrouvez Francis Letellier. Excellent après-midi.